Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de la thyroïde et des moyens naturels notamment d'équilibrer la thyroïde. Donc je me présente, je suis Anaïs Goldman, professeure de yoga et praticienne de shiatsu et j'ai écrit récemment un e-book sur la thyroïde en expliquant, puisque j'ai vraiment fait beaucoup de recherches sur le sujet, euh, comment fonctionne la thyroïde, quels sont ses besoins, donc en nutriments, en termes aussi de comportement, de gestion des émotions, en termes aussi énergétiques. Et donc des propositions de solutions pour équilibrer les problèmes de thyroïde. Donc j'ai moi-même eu des épisodes d'hyperthyroïdie, j'ai des nodules sur les deux lobes de la thyroïde, donc je suis directement concernée par le problème. Euh, et j'essaye de me tourner vers ce que m'apprend mon problème de santé plutôt que de rester focalisée sur tout ce que ça m'empêche de faire. Parce que réellement, ça nous empêche de faire des choses. D'accord? Donc à différents degrés, chacun en fonction de notre niveau voilà, de la maladie, de la manière dont on est atteint également par les symptômes. Donc parfois avec la même prise de sang, enfin les mêmes résultats de prise de sang, les mêmes taux de TSH et T4, eh bien on n'a pas du tout le même ressenti. Il y a des gens qui sont en hyperthyroïdie vraiment très très forte, très marquée et qui ne le sentent absolument pas, alors que d'autres ont vraiment sont dans les normes et le ressentent extrêmement fort. Donc moi, je me suis vraiment posé la question, comment ça se fait qu'à des moments sur la prise de sang, tout apparaît comme étant normal, et en réalité, on a des symptômes qui sont clairs, qui sont les mêmes que quand on est en hyper ou en hypo d'ailleurs, ça fonctionne pour les deux. Et j'ai fait de nombreuses découvertes, et je me suis aperçue qu'en fait, quand il y a un dérèglement thyroïdien, ça s'accompagne d'un dérèglement du système endocrinien dans sa globalité, avec peut-être des problèmes plus marqués sur certaines glandes, d'accord? Glandes endocrines. J'ai compris aussi que le système endocrinien, en tout cas le système, la manière dont les hormones thyroïdiennes agissent dans le corps, eh bien, sont directement liés avec notre foie, avec nos intestins, donc avec l'état de notre microbiote, avec la capacité de notre organisme à éliminer les toxines. Euh, tout cela est vraiment lié. Et à la base, vraiment à la base des problèmes de thyroïde, déjà il y a une tendance génétique, d'accord? Souvent on tient ça d'un parent ou voilà d'un grand-parent ou des tantes, des oncles. Moi, je sais exactement d'où ça vient dans ma famille. Donc on se transmet un petit peu cette fragilité. Certains naissent avec ce problème, hein. Quand on a un parent qui a, par exemple, la maladie d'Hashimoto, il y a de fortes chances pour que les enfants naissent avec le même syndrome. Euh, et puis parfois ça se révèle au fil du temps et parfois on voit des gens qui traînent pendant des années avec des symptômes bizarres. Personne n'arrive à identifier d'où ça vient, des crises d'angoisse, de la palpitation, peut-être une hypersensibilité, une résistance au stress qui est pas très très efficace et d'autres choses encore, une frilosité excessive. Voyez, enfin, ça peut vraiment se manifester de différentes manières. Parfois des douleurs articulaires aussi. Et en fait, on ne sait pas d'où ça vient. Et même quand on contrôle le taux de TSH, T4, hormones hypophyse et thyroïde, et ben tout apparaît normal sur la prise de sang. Donc, d'où ça vient en fait, vraiment la racine de ce problème. Donc, il y a une sensibilité génétique et il y a à la base, eh bien, notre système nerveux qui a été déréglé par un événement, par, par une réaction émotionnelle très forte qui nous a atteint assez profondément. Ça peut être aussi un stress chronique, donc ça c'est vraiment on a soumis notre organisme à un stress dans le temps, ça s'est inscrit dans le temps.
Et donc, au bout d'un moment, on épuise le système nerveux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on vit un événement traumatisant? Eh bien, notre corps, il met en marche tout un tas de fonctionnements pour maintenir son équilibre, pour faire face à l'événement et pour maintenir l'équilibre dans ce temps de crise, en fait, dans cette période de crise. Donc, il y a tout un jeu d'interaction entre le thalamus, hypothalamus, qui envoie des messages à l'hypophyse. Qui soit dit en passant, dans le monde du yoga, l'hypophyse, c'est notre troisième œil, en fait. Donc, ça, j'en reparlerai, mais il y a vraiment, pour moi, en tout cas, il y a vraiment un lien évident entre le système endocrinien et notre lien à la spiritualité. Mais on en reparlera si ça vous intéresse plus tard. Donc, l'hypothalamus, il envoie le message à l'hypophyse que voilà, il y a un danger, il y a une situation qui demande une hypervigilance. Donc, l'hypophyse, elle va envoyer le message au surrénal de fabriquer beaucoup de cortisol, d'adrénaline, pour maintenir un certain état de vigilance, pour que le corps soit prêt, les muscles oxygénés, voilà, tout le corps en fait est prêt, le mental aussi est prêt à trouver des solutions très très rapidement pour faire face à un état d'urgence, à se mobiliser très fortement, pour que beaucoup d'énergie soit disponible pour faire face au problème, d'accord? Donc ce problème, on peut facilement l'identifier et puis mettre des mots aussi sur les émotions qu'a fait naître en fait ce problème. Ça peut être une profonde tristesse, peut-être avec une situation où on a dû quitter quelqu'un, où on a dû quitter un environnement, donc le manque donne lieu à de la tristesse. Ça peut être aussi de la colère envers quelqu'un, envers une situation, parfois envers soi-même. Des fois, on est capable vraiment de retourner une énergie très forte de colère contre nous-mêmes qui nous rend malade au bout d'un moment. Ça peut être une peur, une angoisse très forte ou quelque chose qui nous a donné le sentiment d'être en danger, d'accord? Donc tout ça, le corps en fait se mobilise pour faire face à cette émotion, à cette situation, soit sur un temps ponctuel, soit sur un temps répété. Donc pareil, quand on va passer un examen, on se prépare pendant une année à passer un concours ou quelque chose. Donc ça, c'est un stress qui va s'installer dans le temps. Et puis voilà, quand on a un projet global, en fait, on va aussi instaurer un objectif qui implique de faire face à un stress dans le temps. Alors, après, ça peut être très très bien vécu, mais quand on y met un sentiment d'urgence exagéré, parfois même nos projets les plus positifs peuvent aussi nous épuiser. Donc, la thyroïde nous interroge aussi sur notre rapport au temps. Pourquoi est-ce que je m'inflige d'être tout le temps dans de l'urgence? Alors, est-ce que c'est justifié? Est-ce que non? Alors, des fois, ça l'est. En tout cas, c'est comment cadrer ce sentiment d'urgence pour pouvoir le tenir sur le long terme. Et ça, c'est vraiment important de se poser cette question, d'apprendre à le gérer. Parce que est-ce qu'il faut se mettre dans de l'urgence pour atteindre nos objectifs? Oui, objectivement, sinon rien ne se passe. On a toujours des délais à respecter, on a toujours quelque chose qui nous arrive quand on n'a pas le temps de le gérer. Donc, on est toujours, enfin, la vie nous met face à des situations d'urgence qui ne nous mettent pas forcément en danger de mort, mais qui vont demander à notre organisme de s'adapter en fait et de tenir dans le temps. Donc tout ça, ça s'apprend vraiment, ça s'apprend de comment est-ce que je gère ces situations d'urgence. Donc on était sur l'hypophyse, les surrénales, réaction de tout le corps pour pouvoir eh bien, se mettre en mouvement, se mettre en réaction, trouver un comportement, une réponse adaptée à une situation. Et donc, si le système nerveux eh ben, est un petit peu trop mis à l'épreuve, eh bien, en fait, les surrénales vont se mettre à continuer à fabriquer du cortisol
en continu, même lorsque le danger ou la situation ne le demande plus, ce qui va faire que ça va épuiser l'organisme. Ça va donc avoir un impact sur tout notre système hormonal parce qu'en fait, l'hypophyse, elle va donner des ordres aux surrénales, mais aussi à la thyroïde et aussi aux ovaires. Ce qui fait que tout ça, c'est imbriqué, d'accord? Ça fonctionne ensemble. Et c'est pour ça que souvent, alors, les problèmes endocriniens sont plus souvent dirigés envers les femmes, hein. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont concernées par ces problèmes-là que d'hommes, mais après, c'est pas une vérité absolue. Et puis souvent, les problèmes de thyroïde sont également accompagnés par des problèmes ou des dérèglements au niveau des ovaires, au niveau du cycle ovarien, enfin au niveau du cycle menstruel, etc. Donc, ce qui fait que quand on s'aperçoit qu'on a un problème d'épuisement, il suffit pas d'aller vérifier soit que la thyroïde, soit que les ovaires, soit que les surrénales, mais l'ensemble, pour savoir de quelle manière le corps il a réagi pour créer ces déséquilibres. Donc pour ça, à savoir, il y a peut-être une période où les surrénales, elles ont fabriqué beaucoup trop de cortisol et beaucoup trop longtemps. Ça a épuisé le corps, ce qui fait qu'après, ça va peut-être avoir le phénomène inverse et que les surrénales ne vont plus fabriquer assez de cortisol. Or, on en a besoin un minimum. Le cortisol, c'est ce qui nous fait nous réveiller le matin. Donc si vous avez des gros problèmes pour vous lever le matin, peut-être qu'il y a un souci avec la production de cortisol, donc il vient des surrénales. Les surrénales, il y a aussi des interactions entre le cortisol et la progestérone, donc qui est une hormone ovarienne. S'il y a un dérèglement au niveau du cortisol, il se pourrait bien qu'il y ait un dérèglement au niveau de la progestérone et également au niveau de la thyroïde. Donc, comme on l'a dit, c'est l'hypophyse qui envoie les messages de production d'hormones aux surrénales, à la thyroïde et aux ovaires. Donc, si l'hypophyse, elle va pas bien, potentiellement, ces 3 glandes que je viens de citer, elles vont pas bien non plus. À savoir également que la rate pancréas est également considérée comme une glande endocrine. Et c'est la glande, en fait, qui gère la glycémie. Donc, parfois, il peut y avoir aussi des dérèglements au niveau de la manière dont on assimile les sucres. Tout ça est lié. Donc, si je suis dans cet état de stress, de crise au niveau de mon système nerveux, qui va donc agir sur mon système endocrinien, puisque les surrénales, c'est le côté sympathique, j'allais dire, mais oui, c'est ça. Le système nerveux, on a le système nerveux sympathique, donc notamment les surrénales, mais pas que, mais qui vont dans le sens de l'action, de donner de l'énergie au corps pour qu'il puisse être dans l'action. Et on a le système nerveux parasympathique, qui est celui qui permet la régénération, le repos, etc. Donc pour que l'organisme fonctionne de manière équilibrée, il va falloir à la fois que l'organisme soit capable de réagir côté action dynamique, et aussi de se régénérer de manière efficace. Et souvent, dans les dérèglements de crise, système nerveux, système endocrinien, émotions, etc., eh bien, en fait, à la fois, on a du mal à gérer les temps d'action. La réaction, elle est plus très, très vive. Soit elle est exagérée, soit elle n'est pas assez. Et puis, on n'arrive plus à se régénérer correctement non plus. Donc, ça veut dire que dans un sens comme dans l'autre, ça fonctionne plus bien, quoi. Donc, quelles sont les solutions? Eh bien, les solutions, il y en a plusieurs. Et pour moi, il est essentiel d'agir à différents niveaux. Si je me contente de rehausser mon niveau de T4 s'il est trop bas, c'est énorme, c'est essentiel. Mais en fait, ça ne va pas régler le problème des surrénales, qui continuent à être soit en sous-régime, soit en sur-régime.
ça va pas régler le problème du système nerveux. Donc ma capacité à me régénérer et à faire face à l'action. Ça va pas régler non plus les problèmes ovariens. Et puis mon hypophyse, dans quel état elle est? Est-ce que c'est... Voilà, on s'en soucie pas non plus. Donc, et inversement, si on s'occupe que d'une de ces glandes, en fait, pareil, si j'ai un problème d'assimilation du sucre et que je m'occupe que de ça, enfin, vous voyez, donc, si on s'occupe d'une de ces glandes, il faut contrôler aussi les autres. Et il faut également contrôler le système immunitaire. Pourquoi? Parce que le système immunitaire, il arrive souvent, en fait, dans les maladies thyroïdiennes, qu'il y ait eu, face à un stress, donc un dérèglement du système immunitaire qui, au lieu de s'attaquer aux molécules qui attaquent l'organisme, le système immunitaire va se mettre à attaquer ses propres organes. Et donc, notamment, ça peut être la thyroïde, et d'où la naissance de nodules parfois, ou d'un goitre, ça dépend des organismes. Donc, il va falloir aussi s'occuper du système immunitaire, qui est dans une dynamique auto-immune. Ça veut dire que le système immunitaire se retourne contre son propre organisme, avec tout ce que ça comporte aussi au niveau symbolique et émotionnel. Ça veut dire que au niveau émotionnel, on s'est certainement mis dans une posture d'autodestruction. Et donc, si on n'agit que sur la chimie du corps ou que sur une glande, qu'on n'agit pas sur les émotions, sur nos comportements, sur notre respiration, sur tout ce qui fait qu'on s'est mis dans cet état-là, ben, en fait, on va peut-être pouvoir soulager, on va pouvoir se mettre quand même en mode survie, c'est-à-dire, voilà, je n'en meurs pas, parce que le manque d'hormones thyroïdiennes ou un excès, ça va épuiser l'organisme. Donc, le fait de les équilibrer, déjà, c'est une base, mais ça ne va pas rétablir tout le reste. Et donc, pour rétablir tout le reste, eh bien, c'est vraiment essentiel d'agir sur tous les fronts. Donc, c'est pour ça que c'est complexe. Et je sais que moi, quand ça m'est arrivé, j'aurais vraiment aimé qu'on me guide dans tout ce qu'il y a à affronter, en fait, de difficultés, de compréhension, et puis on est dans un état où on n'est pas vraiment au maximum de nos capacités, donc on a du mal à analyser, à faire face, à avoir l'énergie qu'il faut pour vraiment faire face. On a des coups de barre phénoménaux, on a des moments où on est dans des malaises, avec tout ce que ça importe aussi au niveau émotionnel, au niveau traumatique en fait. C'est-à-dire que chaque jour, on va se... Enfin moi c'est ce qui m'était arrivé hein, en période de crise, c'est que chaque jour on se retrouve dans un état avec des crises de tachycardie, d'angoisse, de grande fatigue, où on a l'impression qu'on n'aura plus jamais l'énergie pour se relever. Parce que quand c'est répété, répété, on a vraiment cette impression qu'il n'y a pas de solution. On se voit diminuer. On n'est plus en possession de ses moyens. On contrôle plus rien. On a vraiment l'impression de plus rien contrôler. Et tout ça, ça constitue un vrai traumatisme. Ce qui fait qu'après, peut-être on peut avoir peur de prendre le volant, on peut avoir peur de faire certaines choses, en anticipant peut-être les crises. Donc tout ça, ça demande vraiment une rééducation émotionnelle aussi, et de nos comportements, donc pour ne pas rester dans ce cercle vicieux, et comment engranger le pas pour rentrer dans un cercle vertueux, pour remonter la pente. Donc certains y arrivent assez bien, et puis pour d'autres, c'est très très complexe. Et je vois, alors du coup, je regarde un petit peu la réaction le vécu des gens dans des forums de discussion sur la thyroïde, et pour moi c'est vraiment très éclairant parce que ce sont des témoignages directs qui sont très précieux et qui m'aident à comprendre toutes les manières qu'on a de vivre ce problème, et qu'en fait à travers un même problème on peut avoir des symptômes très divers, et que du coup à tous ces symptômes divers, eh bien il peut y avoir des réponses différentes, et ce qui peut faire beaucoup de bien à l'un, et même parfois ramener à un état d'équilibre, ça peut ne pas être du tout bon pour un autre. Donc c'est important
cerner, de bien diagnostiquer les symptômes. Et c'est pas qu'une question de prise de sang, ça n'est pas qu'une question de symptômes chimiques dans le corps, en fait, vous voyez. C'est aussi une question de comment le corps réagit à ces symptômes chimiques. Donc, est-ce que on peut avoir une sensibilité particulière qui fait que le système nerveux est à vif et que du coup il va surréagir et donc on va sentir beaucoup plus fort les symptômes. Est-ce que c'est lié à notre tempérament? Est-ce que c'est lié à notre sensibilité? Est-ce que c'est lié à un autre organe du coup qui dysfonctionne? Parfois aussi, même très souvent, les problèmes thyroïdiens sont aussi associés à des problèmes de digestion. Donc ça, j'en parlerai aussi parce que le microbiote, on le sait maintenant, hein, on peut vraiment améliorer l'état global de notre santé et aussi l'état de notre système endocrinien en agissant sur le microbiote. Puisque, en fait, la conversion de l'hormone thyroïdienne T4 en T3, elle se fait dans l'intestin et dans le foie, entre autres. Si cette conversion ne se fait pas, la T4 est inactive. Donc la T4, elle va aller dans les cellules dans lesquelles elle est censée faire son travail, pour que le corps puisse s'adapter aux températures extérieures, pour que le corps puisse adapter sa réponse en fait, voilà, aux situations, aux événements, etc. Et bien en fait, si la T4 n'est pas convertie en T3, dans le foie, dans les intestins notamment, en fait, on va pas être en manque de T4. Donc l'hormone thyroïdienne, le taux d'hormone thyroïdienne, il est OK. Sauf que l'hormone thyroïdienne, elle va pas faire son boulot. Parce qu'elle va pas pouvoir avoir un effet sur la cellule cible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, si mon foie et mes intestins, ils vont pas bien, potentiellement, j'ai un taux d'hormone thyroïdienne qui est dans la norme, qui est normal, qui est équilibré. Mais pour autant, j'ai des symptômes d'hypothyroïdie parce qu'en fait, c'est comme si j'avais pas assez d'hormones, puisque j'ai assez d'hormones, mais qu'elles ne sont pas efficaces, elles sont pas capables de faire leur travail. Donc, vous voyez toute cette complexité de devoir agir à la fois sur notre alimentation, sur nos nutriments. Est-ce que ma thyroïde, elle a assez pour fonctionner? Est-ce qu'elle a assez de sélénium? Est-ce qu'elle est assez équilibrée en iode? Etc., etc. Mon système nerveux, est-ce que j'ai assez de magnésium? Est-ce que j'ai assez de vitamine B? Etc., etc. Ma respiration, si je continue à respirer ici avoir une respiration haute qui entretient du stress, en fait, ça peut pas aller mieux. Donc, en fait, c'est global. Et si mon système immunitaire, il continue à s'attaquer contre ma glande thyroïde, je pourrais pas aller mieux non plus. Donc, en fait, il faut agir sur tous les fronts. Et en même temps, il faut trouver des plantes, des nutriments, des pratiques aussi. Bon, moi, c'est beaucoup le yoga-thérapie, mais qui soient ciblées. Parce que si tous les jours, comme c'était mon cas, moi, hein, ma dernière crise d'hyperthyroïdie, tous les matins, je voulais absolument faire ma salutation au soleil, donc un petit rituel de yoga, qui en temps normal me fait beaucoup de bien, réveille l'énergie du corps, etc. Et je me suis aperçue que c'était pas du tout bon pour moi. Ça a activé, alors pendant 15 jours, 3 semaines, je continuais à le faire. Et je me suis pas fait du bien. Parce qu'en fait, la salutation au soleil, ça active le système lymphatique, ça active le cœur, et ça me relançait mes crises de tachycardie tous les matins. Donc, je me suis vraiment mise à faire ma petite séquence de yoga thérapie ciblée pour l'hyperthyroïdie. Et là, tout de suite, j'ai senti particulièrement une posture qui me faisait un bien fou. Et je le sentais instantanément. Et c'est pour ça aussi que je dis que nos plus grands problèmes sont aussi nos plus grands maîtres, en fait. Parce que j'ai pu expérimenter en direct qu'une posture que je vais tenir un certain temps, elle va avoir une action sur la chimie de mon corps. Et c'est fou.
parce que donc cette posture, c'est Adho Mukha Asana, donc pas Adho Mukha Asana, Gomukhasana, posture du museau de vache, particulièrement au niveau des bras ici, donc on peut le faire avec une sangle derrière, ici, hop, voilà. Donc on n'est pas obligé d'être à notre max et que les doigts des deux mains se touchent. On peut le faire avec une sangle, d'accord? Et même si je suis capable de me faire toucher les doigts, en fait, je n'ai pas besoin d'être à mon max. Juste ici, je vais rester 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre. Et instantanément, je sens que ça libère ici le plexus cardiaque. Et ça apaise en fait tout ce qui fait qu'ici, mon cœur, il est en tension tout le temps. Et que tous les matins, moi, j'avais des crises de tachycardie qui duraient 2 heures tous les matins, quoi. Donc, juste une posture. La bonne posture, faite de la bonne manière, parce qu'il faut respirer, il faut aussi bien se mettre dans la posture doucement, en conscience, en contact avec son corps, etc. En fait, elle va avoir une incidence sur la chimie de mon corps, sur des phénomènes aussi essentiels que la manière dont mon cœur bat. C'est quand même la base. La manière dont mon cœur bat. Déjà, s'il s'arrête à un moment donné, parce que un excès de tachycardie, au bout d'un moment, ça épuise le cœur. Si mon cœur s'arrête, je n'existe plus. Et s'il bat trop lentement ou s'il bat trop vite, en fait, ça va avoir une incidence sur tout mon organisme. Je ne peux pas fonctionner normalement si mon cœur il bat à plus de 90 en permanence. Et donc, dans les problèmes de thyroïde, parfois, il monte à 110, à 120 et parfois plus. Donc, ça met en danger, ça épuise. Donc, c'est important peut-être d'avoir un tensiomètre et de voir, en fait, de mesurer, en fait, le rythme cardiaque pour savoir où on en est, hein, parce que c'est, voilà, tout ça, ça se gère. Ça se gère et c'est pas facile parce que souvent, on est dans notre quotidien, on est seul. Et autant l'endocrinologue, il va nous conseiller sur certaines choses, mais lui, il est plus sur le côté chimique. Hein. Il ne va pas forcément nous expliquer comment réagir quand on a une crise d'angoisse, quand on fait de la palpitation, des palpitations, etc. Au niveau émotionnel, au niveau respiratoire. Et tout ça, en fait, ça fait partie du traitement si on veut vraiment aller mieux. Donc, tout ça pour dire, enfin, vous voyez la complexité de la chose et en même temps, certaines réponses comme, enfin, certaines pratiques, comme juste cette posture de yoga, si on trouve la bonne pratique, la bonne posture à la bonne fréquence, parce qu'il faut le faire tous les jours aussi, mais en fait, ça peut tout changer sur notre état, sur comment on vit la maladie, et puis, de fil en aiguille, mettre le premier pas sur comment dire, mettre le pied là sur la première marche de ce cercle vertueux. Ah, je suis dans un cercle vicieux où tout dans mon corps concourt à fabriquer de la crise, de la tension, du stress, du mal-être. Et bien comment je fais pour aller renverser la tendance? Et je trouve, pour ma part en tout cas, le yoga thérapie, parce que du coup il faut avoir conscience des effets, donc c'est pas n'importe quoi dans le yoga, mais yoga thérapie, il va vraiment avoir, ça va vraiment être un outil clé pour moi pour aller mieux. Et puis ensuite, ce sont des cures de plantes et de nutriments, et ça, voilà, si pareil, si ça intéresse des gens, je pourrais refaire des vidéos là-dessus. Vous en saurez plus si vous lisez mon e-book. Je vous invite à regarder sous la vidéo voilà, les conditions pour le recevoir. Évidemment, je le vends parce qu'il m'a demandé énormément de temps pour pour faire ses recherches, pour le mettre en forme, etc. Mais par contre, j'ai décidé de faire des vidéos où je parle de certains points de ce livre pour, voilà, dans mon intention que ce soit accessible au plus grand nombre. Et puis avec aussi la conscience que c'est mon expérience et c'est mon parti pris, c'est ma manière de me soigner. Je rencontre des gens qui se soignent également avec ces outils, qui fonctionnent.
pour beaucoup, en tout cas quand on allie, quand on va aborder le problème sous plusieurs angles d'attaque. Mais une méthode particulière ne va pas forcément fonctionner pour tous. Donc pour ma part, mes conseils, et encore ce sont des conseils, ce ne sont pas des prescriptions, mais ça va être d'agir vraiment à la source. Donc personnellement, je fais régulièrement des cures de soufre organique, un soufre de qualité, qui doit être consommé à certaines fréquences, à une certaine quantité. Donc ça, c'est pareil dans mon e-book, j'explique. C'est assez... enfin, j'ai pas de retour positif des gens qui n'ont pas suivi ce protocole, entre guillemets, précisément. Donc c'est important de le prendre entre les repas, et puis de le prendre avec une eau qui soit pure, parce que si l'eau, il y a du chlore dans l'eau avec laquelle on boit le soufre organique, le chlore va annuler l'assimilation du soufre. Donc, enfin, il y a tout un tas de détails à respecter qui peuvent être contraignants, mais au final, on en ressent rapidement les bienfaits. Donc, il faut savoir que le soufre, il doit être présent normalement dans notre alimentation, mais à cause de la pollution, à cause des modifications, des graines, etc., des végétaux qu'on consomme, eh bien, en fait, on est tous potentiellement en manque de soufre. Donc, d'où l'intérêt d'en faire des cures et d'augmenter les doses progressivement pour que ça ait un effet thérapeutique. Et à partir de là, ça va avoir un effet sur nettoyer le sang de ces toxines. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel pour l'équilibre hormonal. Du coup, ça va nettoyer le foie. Ça va aider les reins à faire leur travail de nettoyage, d'élimination. Ça va aussi reconstituer les tissus, tous les tissus. Notamment les parois de l'intestin qui sont poreuses. Quand on digère mal, hein, souvent il y a un problème d'intestin poreux avec l'alimentation industrielle, etc. Ça va assainir le système endocrinien, ça va renforcer les organes. Ça va avoir aussi une incidence sur le moral. Donc on conseille le soufre organique aussi pour les sujets dépressifs. Ça va reconstituer tout ce qui constitue les articulations, cartilage, os, ligaments, tendons. Vous voyez, tous les tissus du corps vont être renforcés et nettoyés. Donc le soufre organique, pour moi, c'est vraiment une réponse adaptée aux problèmes endocriniens et aux problèmes hormonaux de façon générale, et même les problèmes articulaires, parce qu'il agit à la source. C'est un peu comme la silice, ce sont des nutriments constitutifs du corps et dont on manque par rapport à voilà, l'ère industrielle que nous traversons, avec tout ce qu'elle a de positif et de négatif. Mais quand on est dans le négatif, il faut vraiment analyser tout ça. Hein. Il faut vraiment comprendre tout ça. Donc personnellement, je fais des cures régulières de 3 mois de soufre organique et je respecte bien le protocole parce que sinon j'ai compris qu'en fait ça n'avait vraiment aucun effet. Il faut bien choisir un soufre de qualité. Je peux vous donner des conseils par rapport à ça si vous le souhaitez. Je ne souhaite pas de faire de pub particulièrement. Je n'ai pas d'intérêt à le faire. J'ai pas de partenariat, même si j'aimerais en avoir, mais j'ai pas de partenariat particulier avec des producteurs ni de soufre organique ni d'autres, ni autres. Et moi, je crois aussi beaucoup au pouvoir des plantes adaptogènes, telles que le rhodiola. Alors le millepertuis, il est vraiment particulier, parce qu'il rentre en interaction avec tous les médicaments chimiques, donc on va le mettre de côté. Mais bon, moi j'aime beaucoup cette plante aussi, le millepertuis. Mais du coup, on va plus parler du rhodiola. On va parler du reishi, qui est un champignon adaptogène, un champignon qu'on appelle polypore, qu'on trouve donc sur les branches d'arbres mortes. On peut même se le préparer soi-même. Alors, j'ai pas encore tenté l'expérience, mais je compte m'y mettre. Le reishi, il a une action sur le système immunitaire,
même, c'est-à-dire le système immunitaire, même il va avoir une action régulatrice sur le système immunitaire. Ce qui veut dire que même quand le système immunitaire il surréagit et qu'il s'attaque à un de ses organes, un organe de l'organisme, bah, le reishi va avoir une action équilibrante là-dessus. Le reishi va avoir une action équilibrante sur le microbiote, énorme. Donc si on arrive à équilibrer notre microbiote, voilà, là on est une marche, on a franchi une deuxième marche là sur la roue du cercle vertueux. Microbiote. Donc le reishi va avoir une incidence aussi sur le taux d'énergie disponible dans le corps. Vraiment, clairement, on sent qu'on a beaucoup plus d'énergie, on est beaucoup plus en forme. Et en même temps, ça n'est pas un excitant. Donc il ne va pas nous empêcher de dormir. Encore que, personnellement, moi je suis sujette aux problèmes de sommeil. J'ai bien respecté les doses et j'ai pas dépassé 3 semaines de cure parce que je sentais qu'à la fin, j'avais plus envie de dormir, quoi. Donc, bon. En tout cas, je le prends par... Je pense que la prochaine fois, je ferai par cure de 15 jours. Et ça a vraiment une action sur plein de choses. Donc, renseignez-vous, pareil, sur mon e-book, j'en parle et je donne vraiment... Ça régénère le foie aussi. Vous voyez, donc ça a vraiment une action globale. Et il a aussi un pouvoir adaptogène. Donc, Rhodiola et reishi sont des plantes, des végétaux adaptogènes. Qu'est-ce que ça veut dire adaptogène? Ça veut dire que à la fois, ça va renforcer le système sympathique, notre capacité d'action, et à la fois, ça va renforcer le système parasympathique, notre capacité de régénération. Donc, c'est génial. Parce que si on prend du café, ou bien, vous voyez, je suis fatiguée, je vais prendre du café ou du thé même. Le thé vert, moi, je ne le conseille pas spécialement non plus. Bah oui, je vais avoir de l'énergie pendant un certain temps, mais après coup, finalement, ça va réépuiser encore plus mon corps. Et puis en plus, ça va stimuler la production de cortisol. Et du coup, ça va me faire rentrer dans un dérèglement. Trop, pas assez, fatigue, énervement. Et c'est pas ce qu'on recherche. C'est très mauvais en fait. Surtout quand on a des problèmes thyroïdiens, c'est on a un système nerveux susceptible, on va dire, fragile. Donc il faut en prendre soin, il faut être vigilant, il faut prendre soin de soi, il faut bien gérer le truc. Donc soufre organique, rhodiola, reishi. Dans mon livre, je parle aussi de la levure de bière, de cure d'argile aussi, d'eau argileuse le matin. Mais pareil, l'argile, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Donc l'argile, ça va nettoyer le corps, ça va reminéraliser le corps. C'est pareil, on en fait des cures de 3 semaines, on n'en prend pas en continu. Et on ne boit que l'eau argileuse, on ne boit pas le fond du verre avec l'argile, d'accord? Et on évite d'utiliser des cuillères métalliques pour mettre l'argile dans le verre. On va préférer une cuillère en bois parce que vraiment il y a une interaction entre tout ce qui est métallique et l'argile. Par contre, on évite si on a des tendances à être constipé, par exemple. Vous voyez, l'argile, c'est pas bon pour ça. Donc, il y a toujours des points de vigilance à avoir. Et puis, si vous sentez que de toute façon qu'il y a une plante ou une cure que vous faites, ça vous fait pas du bien. Par exemple, le soufre, si on en prend tout de suite beaucoup au début, il peut nous apporter des aigreurs d'estomac. C'est pour ça qu'au début, on va préférer le prendre un quart d'heure avant le repas. Au début, on en prend très peu et on augmente progressivement. Et puis, progressivement, on essaye de l'éloigner des repas. Et là, le corps s'habitue et ça va plus faire d'aigreurs d'estomac. Donc, en fait, chaque plante, chaque nutriment a vraiment aussi des points de vigilance, une manière de l'utiliser. C'est pas juste, ouais, j'ai pris ma gélule, puis après, on me dit, ouais, ça marche pas. En fait, voilà, c'est pas si simple que ça. Et puis, certaines plantes, elles vont convenir à certains et pas à d'autres. Donc, voilà. Donc, c'est important de se faire suivre par un naturopathe au début, d'avoir vraiment les conseils de quelqu'un qui s'est bien penché, qui connaît bien toutes ces plantes, et tous ces nutriments, parce qu'en fait, on peut se faire du mal aussi avec les méthodes naturelles. Comme je vous l'ai dit, déjà, le yoga, si on ne fait pas les postures ou les exercices adaptés à notre état, on peut se faire mal. Les plantes, c'est pareil. Alors, soit on peut se faire mal, soit ça peut ne rien faire. C'est pareil, moi, le rhodiola,
je l'utilise en teinture mère. Et c'est beaucoup plus efficace qu'en gélule. Moi, en gélule, souvent, ça ne me fait rien du tout. Alors que la teinture mère, souvent, la plante est de meilleure qualité. Le procédé de fabrication est beaucoup plus efficace et beaucoup plus prompt à respecter, à garder vraiment les bienfaits de la plante, ses nutriments, etc., etc. Soufre organique, rhodiola, reishi, argile le matin, la levure, ça va, la levure de bière, ça va aussi contribuer à équilibrer le microbiote. Et j'ai rajouté aussi l'huile de nigel parce qu'on s'est aperçu que l'huile de nigel, pareil, elle a une action globale sur l'organisme. Elle va agir aussi sur le microbiote, aussi sur la glycémie. D'ailleurs, le reishi aussi agit sur la glycémie. Sur le système endocrinien, l'huile de nigel. La qualité de ces acides gras est très très élevée. Donc ce ne sont pas des acides gras qui font grossir, au contraire, ça, en plus ce sont des acides gras qui vont avoir aussi une action sur la glycémie. Vous savez que si vous consommez par exemple des amandes, des noix, des graines de courge, etc., associées avec des sucres rapides, eh bien les oméga 3 en fait ils vont abaisser la réceptivité de l'organisme au sucre. Et donc dans l'huile de nigel, il y a pas que des oméga 3. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un tas d'acides comment dire, gras, en fait, très très bénéfiques pour tout l'organisme, également sur le foie, régularisation du système hormonal. C'est également conseillé pour les femmes qui ont des soucis d'endométriose, etc. Donc voilà, tout ça c'est moi ce que je propose en gros comme traitement, parce que, alors pas forcément prendre toutes ces plantes et tous ces nutriments en même temps. Certains on peut les prendre en même temps, d'autres pas forcément. Moi je ne mettrais pas le reishi et le rhodiola en même temps. Par contre on peut alterner les cures. Donc moi j'ai chez moi toutes ces plantes, tous ces nutriments, et j'en fais des cures régulières dès que je sens que j'en ai besoin. Et du coup, ça permet à l'organisme de se rééquilibrer. J'ai également, alors ça, moi, je suis depuis longtemps une adepte de la lithothérapie. Et je pense que les pierres, elles ont un effet sur notre système énergétique. Et on en a besoin plus que jamais, puisqu'aujourd'hui, on est un peu soumis à voilà, l'effet des ondes autour de nous. On a du mal, enfin, c'est un peu compliqué d'y échapper. Et on y est tous plus ou moins sensibles, on est plus ou moins conscient. Mais du coup, moi, j'ai mon petit rituel là avec des aimants. Donc, ce sont des palets en fait qui font, on peut les prendre entre 3600 et 4200 gosses. Gosses, donc c'est leur puissance en fait. Et chaque jour, pendant 20 minutes, je vais mettre ma main droite sur le pôle nord, ma main gauche sur le pôle sud. Et je reste comme ça 20 minutes. Je peux le faire aussi sous mes pieds, donc pareil, côté nord sous le pied droit, côté sud sous le pied gauche. Et ça va vraiment contribuer à rééquilibrer pôle nord, pôle sud, l'électricité en fait dans notre corps. Puisque notre corps, il y a toute nos cellules, elles fonctionnent aussi avec des influx, le système nerveux, il fonctionne aussi, même le cœur, fonctionne voilà, avec des polarités et puis une certaine charge électrique en fait. Et donc les aimants, et ce qui est aussi bien avec les aimants, c'est qu'en fait ils se déchargent jamais. Autant une pierre, elle va au bout d'un moment pas plus forcément faire effet, mais les aimants, en fait, ils se déchargent jamais. Il y a d'autres pratiques aussi en magnétothérapie que je trouve assez intéressantes, notamment pour les gens qui ont des douleurs ou des gens qui ont des problèmes d'insomnie ou alors problèmes de fatigue profonde. On peut également mettre sous le lit des dalles magnétiques qui vont avoir une incidence sur le champ magnétique de notre corps, notamment pendant la nuit, moment où on est censé se régénérer. Donc c'est vraiment important de se mettre à l'abri des ondes néfastes autour de nous, surtout pendant la nuit. Sinon le corps ne se régénère pas, et même si on dort, en fait, on s'étonne que le matin, on se réveille, on est fatigué parce que le corps ne s'est pas régénéré.
Donc certains sites internet, hein, en tout cas certains producteurs proposent un kit de 3 dalles magnétiques avec une puissance qui est adaptée, qui est très faible, hein. Et on peut aussi être, même dans le lit, utiliser les aimants, les palets plus les dalles en dessous. Donc toutes ces petites choses, ça va vraiment permettre au corps de maintenir son taux vibratoire, un taux vibratoire élevé, pour ne plus rechuter dans les cercles vicieux, mais pour rester dans le cercle vertueux. Voilà, donc là, je vous ai donné beaucoup d'informations. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à commander mon e-book. Vous verrez donc les renseignements sur la description de cette vidéo. Et je vais continuer, donc si ça intéresse des gens, je vais continuer à faire des petites vidéos pour faire des focus sur soit des plantes, sur soit un système du corps à améliorer pour être en meilleure santé par rapport aux problèmes thyroïdiens, soit faire des focus aussi sur comment fonctionne notre système hormonal et endocrinien. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous cette vidéo, à me poser des questions, à me suggérer des thématiques de vidéos, parce que c'est ça qui fait vivre aussi une chaîne YouTube. Alors voilà, moi à la base j'étais pas très informatique, réseaux sociaux. Enfin, j'ai pas envie, comment dire, que mon travail se résume aux réseaux sociaux, mais je me rends compte qu'en fonction de l'utilité qu'on en fait, eh bien, ça peut nous permettre de toucher, d'interagir des gens qui habitent loin, qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer. Et puis, j'ai pour ambition aussi de créer des petits lives, en fait, des petites réunions, pourquoi pas avec Zoom, où des gens qui ont des problèmes de thyroïde peuvent se rencontrer, parce que des fois, ce qui est le plus utile, c'est un témoignage direct de quelqu'un qui vit exactement la même chose que nous, en tout cas sur l'aspect sur lequel on veut travailler. Et donc, dans certains cas, aucun thérapeute finalement n'a de solution pour vous, mais c'est euh, communiquer avec des gens qui soit ont vécu la même chose, soit vivent la même chose. Déjà, c'est se sentir moins seul. Et puis, c'est parfois recueillir des témoignages de gens, alors parfois pour se plaindre, parce que des fois, la plainte est importante, ça veut dire qu'on exprime. Et ça commence par là, c'est la prise de conscience, c'est déjà exprimer, là, j'en peux plus, je veux trouver des solutions. Après, c'est pas rester au niveau de la plainte, hein, c'est s'orienter vers des solutions. Donc, qui va être la personne ressource qui va avoir la solution pour moi? Et je ne prétends en aucun cas avoir la solution pour chacun, pour tout le monde. Moi, j'ai juste essayé de comprendre des choses. Je continue à faire des recherches aussi pour voir. Je sais que du côté de la médecine fonctionnelle, il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour comprendre comment on fonctionne. Et il y a des nouvelles informations, des nouvelles publications qui paraissent très régulièrement. Ce qui fait que voilà, c'est vraiment intéressant de se tenir au courant. C'est pas moi qui fais ces recherches, c'est pas moi qui ai fait les recherches pour savoir quel effet à l'huile de nigel, tout ça, hein. Ce sont des informations que j'ai pu trouver sur des sources que j'estime être fiables et puis que j'ai pu tester aussi sur moi. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, vraiment, je vous demande, essayez de faire vivre cette chaîne, essayez vraiment de mettre des commentaires, de mettre des likes, ou bien mettre un pouce à l'envers si ça vous a pas plu, mais expliquez-moi pourquoi, pour que ce soit constructif. Si vous avez envie de suivre ce que je propose, c'est important que les critiques soient constructives, sinon autant ne pas réagir. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires bienveillants et même s'ils sont critiques, essayez que ce soit des critiques constructives. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de manière à recevoir aussi de manière régulière mes nouvelles vidéos. Et puis acheter mon e-book si vous avez envie d'avoir toutes les infos parce qu'il est assez complet. Je donne vraiment les détails, comment utiliser telle plante, etc., etc. Donc voilà, c'est le fruit de mon travail, j'en suis fière parce que c'est l'interaction entre mon vécu, mes recherches, un travail un temps que j'ai vraiment pris pour mettre au clair mes recherches, pour qu'elles soient accessibles à tous et ça soit pas un brouillon comme ça l'était au début, juste un amas de connaissances illisibles. Ça m'a demandé vraiment un gros travail voilà, de concentration, de temps, d'énergie pour le mettre en forme. Je ne suis pas une scientifique,
Par contre, moi, avant, j'ai été documentaliste. Donc, je pense qu'au niveau recherche d'informations, trouver l'information adaptée, fiable, et savoir utiliser l'information dans le bon contexte, je pense que j'ai quand même des compétences à ce niveau-là. Et donc voilà, je suis fière du travail que j'ai fait parce que c'est vraiment l'alliance entre toutes mes casquettes. Anaïs qui adore comprendre les choses, qui a besoin de trouver la bonne information. Et puis aussi, j'ai été émerveillée de constater qu'en fait, beaucoup d'informations sont à portée de main avec Internet. C'est quand même la magie d'Internet. Même si je critique sur beaucoup de choses, je me dis, mais en fait, toutes ces informations, toutes ces solutions à nos problèmes, il y en a beaucoup qui existent. Encore faut-il les trouver. Et donc, parfois, j'ai passé énormément de temps à rechercher, à faire des recherches d'infos sur un nouveau mot-clé que j'avais découvert en comprenant les choses. Donc, sans être scientifique, moi, j'ai des capacités, je pense pouvoir le dire, en recherche d'informations. Et puis, j'ai développé aussi des capacités avec le yoga, avec comment comprendre notre fonctionnement et les interactions entre le mouvement, notre respiration et le fonctionnement de l'organisme. Donc, mon souhait le plus cher est de mettre à profit du plus grand nombre ces connaissances, en toute humilité, puisque je connais aussi mes limites, et sans aucune prétention de pouvoir guérir tout le monde. Voilà. Et donc, je propose aussi un suivi individuel qui peut durer, ça peut être juste 1 à 3 séances, juste pour cerner quelle réponse par rapport à quel symptôme, pour vraiment adapter la réponse, la pratique de yoga, les plantes, etc. à chacun. D'accord? Donc, c'est pas forcément un suivi qu'il est nécessaire de poursuivre dans le temps. Ça peut être 1 à 3 séances pour impulser la première marche. C'est ça en fait, moi, ce que je souhaite avoir comme action dans la vie des gens, c'est qu'ils puissent poser le pas sur la première marche et puis sur la deuxième, du cercle vertueux. Et puis une fois qu'on y est, en fait, on est dedans et on a compris. Et le reste, on va réussir à le maintenir soi-même de manière à être autonome. J'ai pas pour ambition de garder des gens ad vitam aeternam dans un suivi. Après, ça peut être une demande, mais voilà, c'est pas mon souhait. Mon souhait, c'est que chacun puisse devenir autonome et responsable de son état. Et également, par la suite, donc j'organise déjà des stages de yoga. Mais par la suite, s'il y a une demande par rapport à ça, je proposerai des stages yoga au yoga bien-être autour de la thyroïde, ne serait-ce que pour les gens puissent se rencontrer en vrai. Dans un cadre au pied de la montagne, donc à côté de chez moi, dans les Hautes-Pyrénées. Et puis partager aussi notre vécu, partager des moments aussi de légèreté avec des gens qui nous comprennent, en tout cas qui nous comprennent à ce niveau-là. Et puis également pouvoir partager également sur tous les comportements et comment on gère nos émotions aussi. Quand on a cette sensibilité-là, d'avoir le système nerveux et le système endocrinien qui partent assez facilement en vrille, hein, parce que c'est le cas. Voilà, donc c'est mon souhait. Donc pour le moment, ça, j'ai pas encore de date, mais ça se fera certainement au fur et à mesure. Voilà, voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite bon courage dans vos vies. Prenez soin de vous. Soyez de plus en plus conscient de ce qui vous fait du bien et faites-le. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.